Les essais, c'est synonyme d'avenir. J'ai un essai, donc j'ai un traitement qui va arriver sur le marché. Ma première question en tant que maman, ça serait est-ce qu'elle prend un risque? Même si j'ai été alitée pendant 6 ans, j'étais là auprès de mes enfants. J'avais plus que 6 mois à vivre. Est-ce qu'elle va encore avoir des phases de régression, perdre d'autres acquisitions? Donc je ne suis pas une oubliée de la maladie. Je suis rentrée de plein pied dans les essais cliniques. J'ai pas eu beaucoup le choix. Ma maladie était incurable à la base. On mourait tous de cette pathologie. Et donc les essais cliniques, c'est quelque chose de naturel dans cette pathologie. En fait, comment on se retrouve là, en fait? Comment on se retrouve dans un essai clinique? Déjà, comment on s'y retrouve? On s'y retrouve quand il n'y a plus de traitement en place. Ça veut dire qu'on a essayé pas mal de traitements. Donc, tout ce qu'il y avait sur le marché, et puis là, votre médecin vous dit, écoutez, là, j'ai plus de traitement commercialisé pour vous, je vais vous proposer un essai clinique. En même temps, j'ai pas eu beaucoup de questions à me poser, puisque on mourait de cette pathologie. On était 700 cas et 700 cas à mourir. Et puis, vous signez parce que c'est un peu... pas la dernière chance, mais un regard sur l'avenir, de se dire j'ai un traitement et je vais être suivie et donc voilà, vous y allez. On m'a annoncé qu'il me restait 6 mois à vivre, il y a 12 ans. Ensuite, j'ai pu bénéficier d'une première thérapie ciblée qui semblait prometteuse, qu'on disait révolutionnaire. Elle m'a permis de vivre, de survivre d'année en année, de voir grandir mes enfants. Au début, oui, j'ai eu peur parce que j'ai commencé les essais il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, j'avais pas de perspective. Donc c'était essai ou intervention chirurgicale. Donc pour moi, c'était non. Enfin, la vingtaine, tu peux pas... Quand on t'annonce, il n'y a plus de traitement, donc la prochaine étape, c'est une ablation d'une partie de votre intestin. Enfin, non. En étant une battante, en ayant commencé à se battre depuis... C'est une décision à la fois familiale. C'est beaucoup de questions aussi de l'entourage. Ils ne savent pas où on va, ce qu'on fait. Et du coup, c'est très compliqué pour eux, presque plus que pour nous. Parce que chirurgie, ça veut dire... t'as pas encore eu de bébé, donc ça peut avoir un impact sur ta vie future et puis ton intimité, comment tu vas gérer... comment tu gères une intervention, en fait. Parce que ça peut paraître bénin, t'as le médecin qui fait ça tous les jours, qui dit non mais vous inquiétez pas, vous allez vous en remettre, la rééducation, il y a ça. Puis toi tu vois juste que ta vie elle s'arrête, tu te projettes, tout va bien, t'es en pleine fleur de l'âge, t'as une carrière professionnelle qui est en train de se dessiner, ta vie amoureuse qui se stabilise, donc tu fais des projets avec une personne et puis t'es obligé de tout mettre en plan. Les essais cliniques, ça a été quelque chose, ça a été une aventure pour moi de vie. Et pour moi, faire partie de ces essais, c'était vraiment faire un pied de nez à la maladie et toujours avancer, parce que c'est important de toujours avancer. Et ok, ça fait peur, je ne sais pas ce que je teste, je ne sais pas les conséquences que ça va avoir, mais moi j'ai foi en la médecine. Et aujourd'hui, on voit je sais pas, quand j'étais malade, je vivais dans un village en Bourgogne, perdu, j'avais un gastro-entérologue à disposition et il ne connaissait pas la maladie en fait. Donc j'ai été traitée on a traité les symptômes mais pas la maladie. Et j'ai pris beaucoup de corticoïdes. Et après, j'ai eu la chance d'arriver dans une région où en effet il y avait des spécialistes et qui ont pu justement me proposer des choses. Et sans ces essais, c'était pas possible. Donc oui, fière d'avoir fait ces essais et fière aujourd'hui d'être en rémission.
Je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Tess, qui a une sorte de dystrophie musculaire congénitale qu'on a diagnostiquée quand elle avait 1 an. Je suis présidente de l'Association française du syndrome de Rett. Je suis maman d'une petite fille de 8 ans qui est atteinte de cette pathologie. Le premier choc, ça a été d'apprendre qu'il y avait quelque chose sans savoir ce que c'était. Et puis quand on a eu le diagnostic, quand on a su ce qui se passait, ce qu'elle avait, qu'on a pu mettre un nom sur cette maladie, tous les médecins nous ont juste dit que c'était le début. Et donc pour moi, l'essai clinique, ça sera peut-être pas la fin, mais ça sera au moins la certitude que c'est pas passé aux oubliettes et qu'on continue à penser à pouvoir proposer autre chose au-delà d'un diagnostic à des parents. Si demain je dois mettre ma fille sous un protocole de recherche clinique, ma première crainte c'est va-t-elle avoir des effets secondaires? Quels peuvent être les risques? Est-ce qu'elle pourrait avoir une aggravation de son état de santé? Voilà, c'est mes premières questions. Est-ce qu'il y a évidemment un risque vital engagé? Mais voilà, je suis tout à fait consciente qu'en France, aujourd'hui, en 2014, on ne va pas débuter des essais cliniques chez des personnes en engageant un risque vital. Donc je suis assez confiante. Après, c'est les effets secondaires. Est-ce que sa pathologie va s'aggraver? Est-ce qu'elle va encore avoir des phases de régression, perdre d'autres acquisitions? Voilà, ce sont les craintes. Derrière, j'aurais beaucoup de questionnements, notamment est-ce que je peux, moi, en tant que maman, imposer à ma fille ce type d'essai clinique, parce que derrière la joie, le bonheur de se dire quelque chose peut arriver, et que quelque chose peut arriver, je suis quand même consciente aussi des risques que ça peut engendrer, et au-delà des risques du poids que ça peut faire pour Tess, alors que derrière, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut et ce qu'on veut pour elle, et comment elle est aujourd'hui, c'est juste une petite fille comme les autres. Et donc c'est un petit peu difficile en tant que parent de pouvoir prendre cette responsabilité d'imposer cela, ou alors au contraire de ne pas lui proposer cette chance-là si un jour si un jour on a cette proposition. Mais néanmoins, voilà, j'en discuterai avec son papa, on prendra une décision ensemble, on évaluera les risques avec le médecin, et si elle a la chance d'être incluable dans ces essais, je pense qu'on y participera très volontiers. Objectif primaire, objectif principal, qui est, bon, on ne va pas dire par ordre de l'État, ça n'a pas d'intérêt, et l'objectif secondaire, qui vont arriver après, parce que vous dites ça nous intéresse aussi, mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est démontrer ça. Ici. Alors, classiquement, il y a 4 phases. La première phase, qui est en fait la première administration du médicament à un volontaire sain ou à un patient, selon les situations, qui est surtout une évaluation de la tolérance. La phase 2, qui est une phase où on va commencer à évaluer l'efficacité et on va faire une recherche de dose et on va essayer de valider le concept que ce médicament il apporte bien quelque chose dans cette situation. Et ensuite la phase 3, qui est en fait je dirais ce qu'on appelle les essais pivots finalement, qui vont être réalisés sur des grandes cohortes de patients pour démontrer réellement le bénéfice clinique. On va faire une hypothèse, on va dire par exemple le produit il est meilleur qu'un produit de référence de 20%, on va calculer un effectif et on va faire l'essai sur l'effectif nécessaire, c'est parfois 300, 400, 500, 800 patients qui vont être tirés au sort pour avoir soit le produit d'expérimentation, soit le produit de référence. Et ensuite, on va analyser les résultats. Et parfois, cette commission, elle impose au laboratoire, par exemple, de faire des phases 4, c'est des phases de surveillance, des registres, où on va évaluer finalement la tolérance du produit sur un beaucoup plus grand nombre de patients dans la vraie vie, après la commercialisation. Donc voilà les 4 phases des essais cliniques. Les acteurs de la recherche clinique, c'est avant tout le promoteur qui est le sponsor, la personne qui prend la responsabilité de l'essai clinique et qui le finance. Les acteurs des essais cliniques sont tout d'abord les patients. Sans patients, on ne peut pas faire un essai clinique et sans leur participation, on ne peut pas faire un essai clinique. Un médecin est aussi important. Dans un essai clinique, il porte le nom de médecin investigateur parce que c'est lui qui va investiguer les effets du produit
du médicament. Et donc c'est lui qui suit les patients, qui les recrute et qui les suit. Et ce qui est également très important, ce sont les infirmières, parce que dans les essais cliniques, il y a souvent des prélèvements. Quelquefois, il y a aussi ce qu'on appelle des attachés de recherche clinique, c'est-à-dire des professionnels de la recherche clinique qui vont justement aider le médecin à réaliser l'essai clinique comme il est convenu de le réaliser. Et puis un certain nombre d'autres acteurs. On peut avoir un laboratoire, il y avait évidemment la pharmacie, il peut y avoir la radiologie, enfin beaucoup d'autres acteurs qui vont être autour. Voilà un peu comment ça se passe. Et tout ça donc avec des gens qui vont surveiller la qualité pour s'assurer que la méthodologie est bonne. Alors le cobaye, c'est un animal, ce n'est pas un être humain. Actuellement, en France, et depuis très longtemps, l'un des fondamentaux de la recherche clinique, c'est le fait qu'un patient ne peut pas participer à un essai sans avoir donné son accord, son avis. Donc, participer à un essai clinique, c'est un acte volontaire. Les malades qui participent à un essai clinique ne sont pas des cobayes parce que on veille tout particulièrement dans les comités de protection des personnes, justement, à ce qu'il y ait toujours le respect de la balance bénéfice-risque. Être considéré comme un cobaye, c'est plus de l'ordre de l'extérieur. L'entourage, la famille va utiliser ce terme-là. Moi non, je me suis jamais considérée comme un cobaye. Je pense pas que les médecins l'ont considéré de cette manière-là. En tout cas, pas comme j'ai été accompagnée. Et du coup, j'ai vraiment plus l'impression d'être utile à la société et être utile aux autres. Moi, je crois que le mot cobaye ne correspond pas du tout à ce que j'ai vécu ou à ce que je vis. Alors, pour entrer dans un essai clinique, il faut satisfaire aux critères d'inclusion, c'est-à-dire qu'il y a des critères prédéfinis qui vont déterminer, par exemple, l'âge, la pathologie, le stade de la pathologie, les traitements antérieurs, etc. Ce sont les critères d'inclusion. Ensuite, il faut que l'étude leur soit proposée par un médecin. Donc il faut que leur médecin soit au courant de cette étude clinique. Grâce à Internet, il est aussi possible d'avoir des informations sur les essais cliniques en cours. Donc les patients eux-mêmes peuvent être au courant des essais qui se mettent en place en France. Et puis après, il y a des critères de non-inclusion qui fait que dans telle et telle situation, même si on a les critères d'inclusion, on répond aux critères d'inclusion, on ne peut pas rentrer. Par exemple, la plupart des essais ne veulent pas prendre de femmes enceintes ou allaitantes, limitent l'âge des patients, prennent des critères biologiques, par exemple quelqu'un qui aurait des anomalies biologiques au niveau du foie, et dans certains cas on met un seuil pour dire là on ne veut pas prendre le risque d'essayer ce médicament chez ces patients-là. Donc il y a des critères de non-inclusion. Le patient va parfois bénéficier d'un traitement nouveau grâce à la recherche clinique, traitement qu'il n'aurait pas pu avoir. Donc ce qui est extrêmement important dans la discussion que je vais avoir avec mon patient sur le fait qu'il rentre ou pas dans un essai clinique, c'est la relation entre le bénéfice et le risque. Il est évident que si les risques pour le patient sont beaucoup trop élevés par rapport au bénéfice qu'il va en attendre, beaucoup de patients ne vont pas vouloir faire l'essai clinique. Et de toute façon, c'est eux qui vont décider. Le plus important dans l'affaire, c'est d'expliquer les choses correctement et d'avoir une information claire, loyale, et laisser le temps aux patients de la réflexion. Alors, la randomisation consiste à tirer les patients au sort pour qu'ils aient tel traitement ou tel traitement. Ça peut être un traitement contre un produit de référence, ça peut être un traitement expérimental contre un placebo, de manière à ce que les groupes de patients soient comparables et qu'il n'y ait pas de biais de sélection. Alors, le placebo, c'est une substance qui est censée être inactive, pharmacologiquement inactive, qui ne va pas produire d'effet propre. Par contre, on sait que quand on prend un placebo, un médicament qui est dénué d'activité pharmacologique, mécanistique propre, cela peut malgré tout engendrer des effets parce que dans tout médicament, le fait même de donner un médicament est lié à la façon dont on le donne avec tout l'encadrement qui va autour. Et ça va permettre donc le double aveugle, c'est-à-dire qu'en fait,
ni le patient ni l'investigateur ne doivent savoir ce qu'a reçu le patient, ce qui permet donc une analyse beaucoup plus juste et non biaisée par le fait qu'on pense que le produit qu'on évalue est peut-être plus efficace ou peut-être qu'il va entraîner des effets secondaires, etc. Donc c'est pour ça que prendre un placebo, ça peut avoir aussi des effets positifs pour le patient. Sanguin et pour lesquels on verra le CDAI pour voir si vous répondez ou pas au traitement. D'accord. Voilà. Donc je vous donne le consentement, donc il est en 2 exemplaires, puisqu'un vous partirez avec. Donc je vous laisse lire. Et je à tout moment, c'est le patient qui va décider s'il accepte de rentrer dans l'essai clinique. Donc il y a une première information qui va être donnée oralement, puis normalement un temps de réflexion. Puis un document qui est fourni, c'est le consentement, le patient va le lire et va le signer. La famille et les proches sont souvent pris en compte un peu trop tard dans les essais cliniques et on se rend bien compte qu'une fois que l'essai a été proposé à un patient, c'est les personnes vers lesquelles il va se retourner pour en parler le plus souvent. D'où l'intérêt de les intégrer à la phase d'information sur l'essai clinique, d'information sur la molécule testée, les effets secondaires éventuels, les bénéfices attendus ou pas. Et cette étape, souvent, est malheureusement faite de façon décalée, ce qui aboutit à une appréhension de certains patients, simplement qui véhiculent l'appréhension de leur famille de les voir entrer dans cette phase un peu mystérieuse d'essai clinique sur un médicament inconnu. Ça m'est arrivé souvent d'expliquer un essai clinique. Le patient lit le consentement, il signe, et puis le lendemain, finalement, après une réflexion, soit seule, soit familiale, il décide de ne pas y participer. Dans la législation française et même européenne, il est tout à fait prévu que le patient ait la liberté de s'arrêter à tout moment d'un essai clinique pour lequel il a donné son accord. Ça fait partie de sa liberté. Ce qui est malgré tout important, c'est qu'il en informe le promoteur, le médecin qui le suit, parce qu'il est toujours embêtant de ne pas avoir de nouvelles d'un patient qui participe à un essai. Bien entendu, on ne va pas aller contre son choix, c'est son choix individuel et on le respecte. Alors les contraintes d'un essai clinique, en dehors d'éventuels effets secondaires attendus ou parfois qui se découvrent au cours de l'essai clinique pour le patient qui y participe, sont souvent des contraintes de déplacement. Ça fait partie des freins à l'égalité de l'accès aux essais cliniques. Avec des visites supplémentaires, avec des examens radiologiques, endoscopiques supplémentaires, des prises de sang supplémentaires. Bien sûr, un patient qui habite à côté du centre investigateur, notamment souvent un centre universitaire ou un gros hôpital, est favorisé. Il n'a pas de problème de transport pour se rendre sur le lieu de l'essai clinique. L'objectif, c'est certes qu'il bénéficie de ce nouveau traitement, mais également de l'évaluer. Et donc, toutes ces évaluations vont prendre du temps. Et c'est vrai que certains patients qui ont des activités professionnelles ne peuvent pas se libérer pour participer aux essais cliniques. Il faut vraiment en parler avant. Plus on est transparent, plus on explique, et mieux ça va se passer en fait. Alors, de plus en plus, ces patients sont loin du centre où a lieu l'essai clinique. Et il faut savoir que dans la recherche clinique actuellement, tout est pris en charge. Il n'y a pas normalement de surcoût pour l'établissement de santé, et évidemment encore moins pour le patient. Et donc tout est organisé pour que la prise en charge soit faite. Et même le plus souvent, c'est pour que le patient n'ait même pas à avancer l'argent. Donc dans les essais cliniques, très souvent, nous utilisons des outils pour avoir le point de vue du patient. Ce sont des questionnaires à remplir, ce sont des agendas où on lui demande de marquer le traitement qu'il prend. Sur ce même agenda, on lui demande également de colliger, de recueillir des événements indésirables qu'il a. Quelquefois, quand on fait des études sur le sommeil, on lui pose des questions sur la qualité de son sommeil. Chaque étude est différente et on essaye, tant faire se peut, de recueillir toujours le point de vue du patient. Un essai clinique, c'est un processus qui est long, mais qui est très rigoureux, donc nécessairement qui a besoin d'être encadré. En France, la législation est très rigoureuse, pas depuis que l'Europe existe, mais même avant. Il y a eu la loi Urié-Seruskla, du nom de ces 2 sénateurs, et depuis, il y a la directive européenne. C'est quelque chose qui est très encadré. On a besoin de l'autorisation de l'Agence du médicament, on a besoin de l'avis favorable du comité de protection des personnes, et c'est grâce à ces 2 sésames qu'un essai clinique peut commencer. Alors le CPP est une structure qui est indépendante, c'est le comité de protection des personnes. Comme son nom l'indique, son rôle est de protéger les personnes dans la recherche biomédicale. Donc c'est une des 2 structures qui va donner son avis sur le protocole de recherche avec l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité des produits de santé. Pour nous, il est essentiel que la personne soit bien informée avant de prendre sa décision. Il faut qu'elle la prenne en toute connaissance de cause.
éviter à tout prix que le malade désemparé dise oui à un médecin sans avoir mesuré toutes les contraintes qui vont peser sur elle pendant l'essai et tous les risques qu'elle prend. Une des richesses et des caractéristiques de ce comité de protection, c'est qu'il est pluridisciplinaire, puisqu'en fait, il est composé de 28 personnes, avec 2 collèges. Un collège plutôt médical, où on va retrouver médecins, pharmaciens, infirmiers, et le deuxième collège, qui est issu de la société civile, où on va retrouver des juristes, des spécialistes éthiques, mais aussi donc, des représentants des associations des usagers. Le représentant des usagers est égal à n'importe quel autre membre du CBP. Il n'y a pas de différence. Vous avez des médecins, vous avez des infirmiers, vous avez des assistantes sociales. Tous ont une voix s'il y a un vote et tous sont entendus également. Il n'y a pas de différenciation. Alors il y a plusieurs moyens d'accéder à un essai clinique et de savoir qu'il existe. Tout d'abord, il y a les associations de patients. Les associations de patients, notamment dans les maladies rares, qui sont de plus en plus des acteurs eux aussi de la recherche clinique. Ils sont contactés de plus en plus en amont et devraient l'être si ce n'est pas le cas, pour être aussi des acteurs et faire connaître l'existence d'un essai clinique. C'est aussi par Internet. Internet, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais il y a actuellement des bases de données, c'est-à-dire des sites sur lesquels sont identifiés des essais cliniques qui vont démarrer. Certains sites sont français. Et malheureusement, il faut dire les choses comme elles sont, ces sites ne sont pas suffisamment remis à jour, actualisés, pour être sûr d'y trouver de façon exhaustive tous les essais qui pourraient concerner un patient en France. Il ne faut donc pas hésiter à aller sur un site anglo-saxon, américain, qui répertorie à ce jour tous les essais cliniques déclarés au niveau mondial, qui s'appelle clinicaltrial.gov, et qui permet de retrouver géographiquement, dans son pays, éventuellement même dans sa ville, les essais qui sont en cours ou les essais même terminés pour une pathologie précise. Et la deuxième source d'information, c'est les associations de patients qui, eux, ont cette vision macro, finalement, parce que souvent, lorsqu'elles sont de plus en plus nationales, elles ont ce retour aussi des patients, même si elles n'ont pas l'information sur le produit en lui-même, mais par contre sur le fait que ça soit bien organisé ou ainsi de suite, ils ont aussi ce retour d'expérience qui peut être intéressant pour les patients. Vous avez fait un peu de fièvre? Depuis non. Je sais pas de brûlure au niveau des urines? Non. D'accord. Comme je vous l'avais déjà dit, vos bilans sont corrects et respectent en fait tous les critères du protocole. Là, aujourd'hui, c'est pour le début du traitement. Donc, vous allez avoir encore un bilan sanguin. Vous avez une coloscopie à faire. Oui. D'accord, c'est pour voir exactement les lésions qui sont actuellement, puisqu'on suppose que vous êtes en poussée, et qu'on fera aussi après à la fin du protocole pour voir est-ce que l'efficacité. Voilà. On va aller voir donc l'infirmière. Vous voyez avec Aurore, et là, à toi. Très bien. Asseyez-vous au fauteuil. Je vous prends la tension. Alors tout
d'abord, mon travail au sein de l'unité de recherche clinique reste quand même le rôle d'une infirmière diplômée d'État, donc à savoir la prise de constante des signes vitaux des patients, poids, taille, température, tension artérielle. Ça passe aussi par des soins infirmiers, des soins techniques qui sont tels que l'électrocardiogramme, la prise de sang, la pose de voie veineuse périphérique, l'injection de traitements médicamenteux. Alors ça peut être par voie sous-cutanée, par voie intraveineuse et également la délivrance de médicaments PEROS. Le rôle de l'infirmière de l'unité de recherche clinique, c'est aussi par la même occasion de réexpliquer des fois avec des mots un petit peu plus simples ce que le médecin leur a expliqué 10 minutes auparavant pour essayer d'éclaircir un petit peu leurs idées et les mettre en confiance au sein de l'unité de recherche. Un essai clinique en fait peut durer, selon le type de protocole auquel le patient participe, peut durer de 20 minutes à 2 heures. En fait, suivant si c'est des administrations de traitements sous-cutanés, intraveineux, le temps d'avoir la délivrance des médicaments par la pharmacie, cette durée peut être un peu plus longue. À tout à l'heure. Alors, un attaché de recherche clinique, son rôle principal, c'est de coordonner une ou plusieurs études cliniques. Donc, contact principal du patient, on va coordonner ses rendez-vous. Sur place, c'est nous qui allons nous occuper de lui, donc on le réceptionne à l'unité. Être en relation avec la pharmacie pour réceptionner les traitements, expliquer à la patiente aussi comment prendre les traitements. On a aussi un rôle d'aide pour les médecins. On demande aussi aux patients de remplir différents questionnaires, donc, qui sont des questionnaires de qualité de vie, donc, où on essaye de mesurer justement l'impact de la maladie sur ses activités quotidiennes. On en a aussi un sur le travail, donc l'impact qu'a la maladie sur ses activités professionnelles. Et donc ça nous permet de mesurer au fur et à mesure de l'étude clinique s'il y a une amélioration ou inversement une détérioration de sa qualité de vie. Une fois que la patiente a signé son consentement, qu'on a vérifié tous les critères pendant la phase de sélection, on attend du coup l'accord du médecin pour pouvoir inclure la patiente dans l'essai thérapeutique. Et là, notre rôle, donc, pour qu'elle reçoive ses traitements, c'est de faire ce qu'on appelle une randomisation, c'est-à-dire un tirage aléatoire, à savoir soit elle aura le placebo, soit elle aura le produit et le principe actif. Lors de la première consultation, lorsqu'on sélectionne le patient, donc on explique toujours cette notion de placebo, en leur expliquant bien que de toute façon, en général dans les études, il y a une première phase qu'on appelle la phase d'induction, où le patient et le médecin ils sont en aveugle tous les deux. Donc ils peuvent avoir ou le placebo ou la molécule active. En double aveugle, c'est juste que la patiente ne sait pas du coup ce qu'elle prendra, si c'est du placebo ou du traitement, et aussi le site, toutes les personnes du site, les médecins, nous, les infirmières, personne n'est au courant de ces traitements, de ce qu'elle prend. Et souvent, par la suite, ils passent dans une deuxième phase où ils ont la molécule active. Donc c'est vrai que ça peut être un frein pour eux pour rentrer dans le protocole, mais quand ils savent qu'après, lors d'une seconde étape, ils pourront avoir la molécule active, du coup, ça les aide à accepter et à participer au protocole. Et voilà, et du coup, ensuite, c'est de faxer à la pharmacie pour qu'ils anticipent ma venue à la pharmacie pour récupérer les comprimés. Ils sont cocoonés ici. C'est pas le médecin qu'on voit une fois tous les 6 mois. Voilà, ils viennent ici quand même relativement régulièrement. Il y en a qui viennent ici tous les 15 jours, donc c'est un peu leur deuxième maison. Donc il y en a qui sont très contents de nous voir. Ils peuvent compter sur nous, on est une équipe, on est assez soudés. Et, on a beaucoup de communication entre nous pour faciliter la participation de la malade dans l'essai. Donc là, c'est l'endoscopie de contrôle pour
pour cette patiente. Donc après 10 semaines de traitement. Donc en fait, on a fait une première endoscopie au début. Ça nous a permis de calculer un score. Et donc, dans les critères d'inclusion, il y a des critères endoscopiques et des critères cliniques. À la 10e semaine, donc on fait une endoscopie de contrôle qui va permettre de refaire un score également. C'est une contrainte importante pour les patients puisqu'ils sont obligés de faire une deuxième endoscopie à la 10e semaine. Par contre, ça permettra dans l'avenir d'avoir des médicaments dont on sera quand même beaucoup plus tranquille sur l'efficacité. Et donc on fait des prélèvements parce que également donc il y a non seulement l'aspect macroscopique, c'est-à-dire ce qu'on voit, mais également l'aspect microscopique. Donc on fait des prélèvements, des biopsies, et donc elles vont être envoyées dans un centre d'anatomopathologie centralisé pour toute l'étude, où on va faire donc une analyse histologique et voir si le traitement a modifié l'aspect microscopique. Voilà, donc là c'est une pince à biopsie, et on prend un petit morceau. Voilà, c'est indolore. Alors l'autre élément qu'il faut savoir, c'est que donc l'examen est filmé et donc il sera relu par des gens qui ne connaissent pas la malade, ne connaissent pas le traitement, et donc ça donne une certaine objectivité plus que... Là je tape le compte rendu et je vais calculer le score là, donc, pour le protocole sur une fiche. Donc c'est un score qui s'appelle le SESCD, qui est un score d'activité endoscopique pour la maladie de Crohn. Donc il me demande s'il y a des ulcères, si le pourcentage de muqueuses ulcérées, le pourcentage de muqueuses affectées par la maladie et la présence ou non d'une sténose. Donc c'est un 7, 3 et 3, 6, 7, 8, ça fait 9. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 10, ça fait 0, ça fait 19, ça fait 26. Voilà. Donc on a un score jusqu'à 26 entre 0 et 60 qu'on va comparer au premier score. Voilà. Merci. Alors, notre travail en termes de préparation, on va préparer des poches injectables pour le service de médicaments d'essai clinique. On reçoit l'ordonnance et à partir de là, on va faire une première étape qui s'appelle la délivrance du médicament pour essai clinique, qu'on va appeler un système centralisé qui va nous dire en fonction du numéro du patient quel est le traitement qui est attribué. Voilà. Et ça, on ne peut le faire qu'à la pharmacie pour conserver l'aveugle, de manière à ce que le service ne sache pas si le patient reçoit le produit actif ou le placebo, ou s'il y a des essais où c'est que du produit actif, quelle dose le patient va recevoir. Une fois qu'on a fait cette traçabilité, parce que le traitement a été identifié par la pharmacie, on va passer au côté fabrication. Après, on va préparer les étiquettes qui vont servir à identifier la préparation de manière anonymisée puisque ce sont des essais cliniques. Donc après, la préparation part dans un local où il y a des hôtes afflux laminaires et on va faire les préparations sous ces hôtes afflux laminaires. On appelle ça de la pharmacotechnie. On fait de la reconstitution de médicaments injectables. Donc ces procédures sont immuables, elles sont les mêmes partout dans tous les centres du monde, de manière à avoir une reproductibilité et de manière à ce que chaque patient, dans chaque endroit, où qu'il soit, quel que soit l'hôpital, quelle que soit la ville où il est, quel que soit le pays, la préparation sera faite de la même façon. C'est bon, je récupère la poche.
traitement de la pharmacie. Merci. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, c'est des comprimés. Voilà comment ça se présente. D'accord? C'est des comprimés à prendre. Et c'est 2 par jour, c'est ça? Ouais. Donc c'est peut-être comme ça. Et je les ramène après si... Vous ramenez ça, vous ramenez toujours ça, vous ramenez avec les comprimés qui restent. Il ne faut pas jeter chez vous, vous les ramenez. Même si on a un qui tombe par terre, il faut prendre un des grilles, pas prendre un du jour d'après par exemple. Si jamais il y a des accidents. Alors après un essai clinique, il se passe plein de choses. Premièrement, il faut obtenir les résultats de l'étude. Il faut savoir si le traitement marche ou pas. Et il faut savoir justement si on continue ou pas. Devenir médicament est un long voyage qui repose rarement sur un seul essai clinique. Donc généralement, si l'essai est concluant, il faut avoir toujours un essai clinique confirmatoire, c'est-à-dire sur un plus grand nombre de patients. Et si l'essai clinique est négatif, c'est-à-dire ne montre pas l'effet escompté, il faut en trouver les raisons. L'après-traitement, l'après-protocole, et comme l'entre-deux protocole, c'est une période psychologiquement assez difficile à vivre. C'est la différence entre être chouchouté tout le temps dans un protocole, d'être très encadré et après d'être dans la vie classique. C'est très compliqué. Le grand problème dans un essai clinique, et ça en est un, c'est que le médicament qu'on vous donne n'a en fait pas encore réellement le statut de médicament. C'est un candidat médicament, ce n'est qu'un produit. Donc continuer à prendre ce produit en dehors de l'essai est quasiment impossible, sauf quand on est dans les phases terminales de l'essai clinique et que le promoteur, c'est-à-dire le laboratoire qui est à l'instigation de cet essai clinique, a anticipé cette mise à disposition et est en capacité de le délivrer au patient, mais ça doit rester un processus très encadré pour justement surveiller d'éventuels effets indésirables. Alors, lorsqu'un patient a le placebo, on est dans l'obligation légalement de lui dire, lors de la levée d'aveugle, avant l'analyse des données, on est tenu d'informer le patient du traitement qu'il a eu pendant sa participation à l'étude. Donc si un patient a participé pendant 2 ans, au bout de 2 ans, il peut tout à fait participer à un autre essai clinique, sauf qu'à particulier, dans certains essais cliniques, il est mentionné qu'ils ne peuvent pas participer à un autre pendant une certaine durée. Ceci est mentionné dans le consentement, des fois ça peut être 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Généralement c'est lié à la durée d'élimination du produit qu'on lui aura administré. Dans certains protocoles, on les suit encore pendant quelques années avec des simples contacts téléphoniques, savoir s'il va bien, s'il s'est passé des problèmes particuliers. L'accompagnement préparatoire à la sortie des essais cliniques, pour moi, est un point crucial. Je pense de faire intervenir peut-être une personne de l'extérieur qui serait plus, qui prendrait le temps peut-être faire un rendez-vous justement avant signature du protocole d'une personne, peut-être d'un milieu associatif, peut-être, je ne sais pas, mais une personne qui serait extérieure, pas forcément du domaine médical, mais qui a assez de compétences, assez de vécu pour pouvoir vous dire voilà, là on vous a donné un document à signer, ça vous engage bien entendu au niveau de vos responsabilités, mais c'est pour votre bien. Et d'avoir une personne, un référent ou un psychologue qui va vous dire ok, vous êtes dans telle phase, vous vous sentez comment? Et ça, pour moi, c'est ce qui m'a manqué. D'arriver, de me dire, pas comment je me sens physiquement, mais comment je me sens moralement, comment je me sens de venir toutes les 2 semaines, comment je me sens d'affronter justement, de pas savoir en fait, de pas savoir si ça va fonctionner ou pas. Et d'avoir un soutien psychologique à ce niveau-là, c'est important, en milieu de parcours, justement, parce que de ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu constater, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui arrêtent les essais en cours de route, faute d'avoir eu un soutien et peut-être faute d'avoir eu des personnes qui ont répondu à leurs questions à un instant T. Toute la phase d'écriture, de simplification, de vulgarisation, pour que ça soit plus compréhensible pour les patients. Moi, je trouve que ça manque beaucoup, cruellement, de tableaux, de choses qui soient plus compréhensibles de façon plus synthétique,
pour que les patients soient plus en phase avec le protocole et que les protocoles ne soient pas considérés comme des choses hors de notre vie. Donc c'est peut-être là où la barrière est infime entre participer à un essai et avoir un traitement. Moi, à la fin, au bout d'un an, je disais je vais à l'hôpital pour me faire soigner, donc c'est un traitement. Et d'avoir cette personne qui va vous rappeler attention. Soit l'essai est pertinent pour le promoteur et donc le médicament va être commercialisé et je vais pouvoir l'avoir en dehors de ce protocole d'essai, ou alors l'essai s'arrête pour X ou Y raison qu'à mon petit niveau je ne peux pas forcément maîtriser, mais à ce moment-là il y a des solutions. Aux patients qui hésiteraient à rentrer dans un protocole d'essai clinique, je dirais que ces essais sont quand même très bien encadrés, ont été longtemps réfléchis auparavant. C'est issu d'un long processus. Je lui dirais que sans la recherche clinique, il n'y aura pas de traitement, d'espoir de traitement de sa maladie ou d'amélioration des traitements de sa maladie. De se faire une liste de questions à poser au médecin la prochaine fois et de ne pas rester avec des interrogations et de se dire que c'est pas grave, on m'expliquera plus tard parce que plus tard ça passe, on s'habitue, on fait le traitement, ça va mieux et on les oublie. Je leur expliquerai que ça permet de faire avancer aussi les connaissances sur la maladie et d'éventuellement bénéficier en avant-première d'un nouveau traitement potentiellement intéressant pour la maladie. Le deuxième conseil, ça serait de s'impliquer aussi personnellement dans l'essai, c'est-à-dire une prise de conscience qu'on est dans un essai clinique et de se préparer psychologiquement à aller mieux. Que la France encadre énormément les essais et que s'il y avait un quelconque souci, on peut sortir des essais, on peut en sortir par notre propre gré et on peut en sortir si le médecin trouve que c'est nécessaire. Et le troisième conseil, ça serait également d'en parler autour de soi et que des personnes proches qui vous entourent connaissent justement les conséquences de cet essai. Donc on n'y rentre pas par hasard et on en sort quand même quand on veut. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à rentrer dans un essai clinique aujourd'hui. Les associations de patients peuvent et doivent intervenir dans les essais cliniques parce que finalement c'est un petit peu le médiateur entre à la fois les acteurs que sont les promoteurs, les investigateurs des essais cliniques et puis le malade. Au moment même de la rédaction de ce protocole, souvent vous avez le statisticien, le pharmacien, l'investigateur, le promoteur autour de la table. Il n'y a jamais d'association de patients. Eh bien, l'association de patients au moment de la rédaction de ce protocole pourrait être présente pour, par exemple, apporter son expérience sur les contraintes, sur la qualité de vie dans un essai clinique, sur les contraintes liées à cet essai. Par exemple, est-ce que le malade, par exemple, va pas faire trop de voyages, ne va pas avoir trop de prélèvements, qu'il forcera finalement à laisser tomber cet essai clinique parce que trop contraignant. Elle peut aussi également agir, en particulier au moment de la fiche d'information et de l'écriture et de la rédaction de la fiche d'information de ce protocole. Ensuite, je crois que ce qui est important, c'est la qualité de vie dans un essai clinique. Je crois que les associations peuvent vraiment pousser à ça. C'est comment finalement intégrer plus de qualité de vie dans l'évaluation d'un médicament ou d'un traitement. Et puis, une autre étape qui, moi, me semble vraiment importante, c'est finalement cette information que des essais cliniques existent dans telle ou telle maladie. Les associations de patients pourraient, elles, être le vecteur de cette information. Elles pourraient être contactées très tôt par un promoteur ou par un investigateur qu'un essai existe dans telle ou telle pathologie et le mettre en ligne, par exemple, sur le site de leur association. La dernière partie, et qui moi, me semble vraiment aussi très très importante, parce que pour l'instant, ça n'existe pas, c'est comment
souvent, les malades ont accès aux résultats même globaux de l'essai clinique. Très souvent, il y a des publications, des choses comme ça de ces résultats et les patients ne sont pas au courant. Donc je pense que ça, c'est vraiment important. Les associations de patients peuvent là aussi agir et puis donc donner les résultats globaux de l'essai clinique, par exemple sur leur site encore une fois, et vraiment informer les malades, ceux qui ont participé à l'essai clinique comme ceux qui n'y ont pas participé, parce que finalement ça intéresse toute la communauté de malades et de proches, les résultats globaux d'un essai clinique, qu'il ait marché ou qu'il n'ait pas marché.